Salut tout le monde, bienvenue dans Daniel Davis Deep Dive, version spéciale en déplacement. En fait, je suis à Porto Rico, le pays d'origine de ma femme, et j'étais littéralement en train de traverser la campagne quand Gary m'a prévenu que selon le président Trump, un accord allait être signé le 19 juin, donc très bientôt. Beaucoup de choses doivent encore se passer d'ici là, mais lui affirme que tout est réglé, qu'un accord est en place, et ainsi de suite. Ce qu'il n'a pas précisé dans ce communiqué, ce sont les termes de cet accord, et c'est justement là que tout se joue. Et pour vous dire, la première question que je me suis posée, c'est « Que disent les Iraniens ?» On va avoir un invité exceptionnel. Gary a réussi à organiser ça. Le professeur Morandi sera avec nous d'une minute à l'autre. Il interviendra dès qu'il arrivera. Et on verra bien ce qu'ils disent. Parce que, comme je vous l'ai répété tant de fois, tant qu'il n'y a pas un accord unique, un texte sur lequel les deux parties disent « Oui, c'est bien ça », eh bien, il n'y a pas d'accord. Il y a juste des gens qui disent qu'il y en a un. Pour l'instant, la seule chose qu'on a vue, et Gary continue de vérifier pendant qu'on est à l'antenne, c'est ce qui vient du côté iranien. C'est l'agence de presse MER. Gary, si tu peux afficher ça à l'écran. Et c'est très proche des 14 points dont on vous avait déjà parlé. Donc il se peut que ce soit exactement les mêmes qui avaient fuité il y a quelques jours, ceux que le président Trump avait dit ne pas être les véritables termes. Mais en voici quelques-uns. Regardez, on va en examiner quelques-uns parce qu'ils sont importants. Ce sont des points majeurs. Cessation permanente et immédiate de la guerre sur tous les fronts, y compris explicitement le Liban. Or, Israël a attaqué le Liban aujourd'hui et ils ont aussi donné des ordres d'évacuation à 29 autres localités dans le sud du pays, ce qui montre clairement qu'ils n'ont pas l'intention d'arrêter quoi que ce soit. Il va donc falloir que quelque chose se passe assez vite. D'ici le 19, il n'y aura pas d'accord, parce que la partie iranienne a dit qu'il y a une raison pour que ce soit le point numéro 1, parce que c'est, pour eux, la priorité absolue. Donc apparemment, c'est ce qui figure dans l'accord. Est-ce que le président Trump peut convaincre Benjamin Netanyahou? Est-ce qu'il peut le faire arrêter? On verra bien. Mais ça, c'est un point majeur dès le départ. Gary, si tu peux remettre ça à l'écran. Numéro 2. L'engagement des États-Unis à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran et à respecter la souveraineté du pays. La levée complète du blocus naval dans un délai de 30 jours. Donc apparemment, ça concerne les deux parties. L'engagement américain de retirer ses forces autour de l'Iran. Alors ça, c'est typiquement le genre de choses qui prêtent à interprétation. Est-ce que ça veut dire quitter toute la région, toutes ces 20 bases qu'on a là-bas? Est-ce qu'on déclare qu'on va les abandonner? Ou bien est-ce que c'est plutôt du genre « Ah non, je parlais seulement de celles qui sont, vous savez, à une quarantaine de kilomètres. » Donc il y en aurait 3. Qui sait? Et on espère quand même que ce genre de détail a été réglé. Et d'ailleurs, je voudrais juste rappeler que quand on parle d'un accord négocié, souvenez-vous qu'il a fallu plus de 2 ans, ou à peu près 2 ans, pour négocier le JCPOA entre les États-Unis et l'Iran. Et à l'époque, ils n'étaient pas en pleine guerre. Et maintenant, ils vont tellement loin dans l'extrême, en passant uniquement par un intermédiaire, avec des messages, des emails, tout ça. Alors que presque aucun des vrais problèmes ne peut être réglé de cette façon. Normalement, on fait tout ce travail d'abord au niveau technique, comme ils disent, puis on passe au niveau ministériel, où les positions se rapprochent un peu. Et enfin, on arrive au niveau des chefs d'État, où les dirigeants concluent les derniers accords avant de signer quelque chose. Là, tout ce processus a été complètement contourné. Et on ne sait même pas quels sont les détails de ce qui a été convenu, même dans ce qui a été rendu public. On ne sait pas, et je veux vraiment insister là-dessus, on ne sait pas si cette liste est authentique
si elle a été approuvée par le gouvernement iranien ou si c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est bien ce que diffusent les médias soutenus par leur gouvernement. Alors si on peut revenir au point numéro 5, la réouverture du détroit d'Ormuz dans les 30 jours, selon les modalités iraniennes. Et jusqu'à présent, franchement, tout ce que je lis montre que c'est l'Iran qui tient le volant. Ça veut dire qu'ils vont garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Et souvenez-vous, le président Trump a dit très clairement qu'il n'aurait pas ce contrôle, qu'il n'y aurait pas de frais, pas de péage, que ce serait complètement, totalement ouvert. Alors si je comprends bien, Gary, remonte un peu s'il te plaît, ça dit que la réouverture du détroit d'Ormuz se ferait dans les 30 jours, selon des arrangements iraniens. Et là encore, le diable est dans les détails. Qui définit ce que ces arrangements veulent vraiment dire? Tout ça doit être précisé, compris. Tout le monde doit savoir exactement ce que ça signifie, ce que chaque partie affirme, ce que l'autre va faire et sur quoi elles se sont mises d'accord. On ne peut pas se permettre la moindre marge d'interprétation sur ce genre de choses, sinon on s'expose forcément à des problèmes. Alors, en continuant la liste, la suspension des sanctions sur la vente de pétrole. On en a déjà parlé. C'était l'une des principales demandes des Iraniens. La levée des sanctions sur leurs revenus pétroliers, leurs produits pétrochimiques et tout ce qui en découle. Numéro 7. La nécessité pour les États-Unis et leurs alliés de présenter des plans de reconstruction pour l'Iran à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars. Du côté américain, tout le monde a dit « Ah non, hors de question, on ne va pas payer de réparation à l'Iran ». Mais voilà, c'est bien le point numéro 7. Et enfin, numéro 8, 60 jours de négociations pour parvenir à un accord final. C'est l'un des points les plus importants que je veux souligner ici. Disons que, au mieux, c'est un accord pour arriver à la première phase. Toutes les choses vraiment difficiles viendront après, dans la phase 2. Donc, il n'y a rien ici sur le programme nucléaire, sur ce qu'ils vont faire, sur ce qu'ils vont posséder, sur le retraitement du matériau enrichi à 60%, et ainsi de suite. Rien de tout ça ne fait partie de cette phase. L'idée, c'est que pendant cette trêve supplémentaire de 60 jours, c'est là qu'on doit parvenir à un accord final. On verra bien ce qui en sortira. Et puis le point numéro 9, c'est la réaffirmation de l'engagement de l'Iran dans le cadre du traité de non-prolifération à ne pas produire d'armes nucléaires. D'accord, c'est intéressant que ce soit le numéro 9 et pas le numéro 1 ou 2. Mais en réalité, c'est le point le plus simple de toute la liste, parce que l'Iran n'a jamais dit autre chose que ça. Donc, ils ne donnent littéralement rien. Ils répètent juste ce qu'ils ont toujours dit. Point numéro 10. Pendant la période finale de négociation, les États-Unis s'engagent à ne pas ajouter de force dans la région et à ne pas imposer de nouvelles sanctions. Point numéro 11. La libération de 24 milliards de dollars de fonds iraniens bloqués pendant cette période finale de 60 jours. La moitié de cette somme doit être mise à disposition de l'Iran avant le début des négociations. Donc ils ont un peu reculé. Au départ, ils disaient 24 milliards tout de suite. Maintenant, ils disent d'accord la moitié, mais on ne commencera même pas les négociations tant qu'au moins 12 milliards ne seront pas sur la table. Et le reste devra arriver pendant la période de 60 jours. On verra comment tout ça évolue. Numéro 12, la mise en place d'un mécanisme de supervision. Numéro 13, l'accord final sera approuvé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et numéro 14, les négociations finales ne commenceront qu'après la libération de la moitié des fonds iraniens bloqués, la suspension des sanctions contre l'Iran et la levée du blocus naval. Encore une fois, comme le professeur Morandi l'a souvent dit dans notre émission, tout cela figure bien dans le texte. Et l'accord final portera uniquement sur le sort des matériaux enrichis et de l'enrichissement.
sur la levée des sanctions et sur les plans de reconstruction économique de l'Iran. Les discussions sur le programme de missiles iranien et le soutien aux groupes de résistance sont définitivement retirés de l'ordre du jour. Alors, voilà, cette information a été publiée par la partie iranienne sur l'agence de presse MER. Et franchement, je dois dire que je suis sceptique quant à son authenticité, parce que c'est exactement ce dont je te parlais récemment. On ne peut pas avoir d'accord tant qu'il n'existe pas un texte unique, que les deux parties hochent la tête en disant « oui, c'est bien ce qu'on a convenu » et que la signature du souverain y figure. Et j'ai vraiment du mal à imaginer que le président Trump accepte ça. Bon, tout peut arriver, j'imagine. J'espère que oui. Mais ce serait une pilule difficile à avaler, parce que, rappelons-le, je ne sais pas si on a ça sous la main, Gary. Si vous avez ce document sous la main, le communiqué du président Trump quand la guerre a commencé, le 28 février, il avait énoncé une liste assez impressionnante, vraiment catégorique de revendications. Il disait que les gardiens de la Révolution devaient déposer les armes ou faire face à une mort certaine, que leur marine devait disparaître, leur aviation aussi, et qu'ils devaient cesser toute protection de leurs groupes alliés, enfin tout ce genre de choses, et bien sûr, pas d'armes nucléaires, etc. Et puis, il y avait cette phrase devenue célèbre, « La seule chose que nous accepterons, c'est une reddition complète, totale. C'est tout ce que nous accepterons. » Et évidemment, tout ça a fini par disparaître ensuite. Et puis, il a encore changé plusieurs fois. 39 fois avant celle-ci, il a dit « on a un accord ». D'accord, donc là c'est la 40e. Soit c'est encore du faux, soit il a cédé sur presque tout. Parce que soyons clairs, c'est vraiment essentiel de bien comprendre le contexte. Le détroit était ouvert, il n'y avait aucune perte, toutes nos bases étaient ouvertes et intactes le 27 février, avant qu'on engage cette guerre contre l'Iran. Et maintenant, d'après ce qui circule, on verra si c'est officiel ou pas, on se retrouve dans une situation où l'Iran, selon cette version du texte, aurait le contrôle du détroit. Leurs forces, par procuration dans la région, vont continuer à contrôler tout ça. Et puis, premièrement, la guerre au Liban doit prendre fin. C'est ce qu'on rapporte en ce moment. Je vois qu'on a de nouveau le professeur Morandi avec nous. Je sais que votre temps est très limité. Vous devez être très sollicité. Mais enfin, professeur, je dois vous demander, qu'est-ce qui se passe exactement? Du point de vue iranien, est-ce qu'il y a eu un accord? Et ce plan en 14 points publié par MER, je crois que c'était l'agence de presse MER, est-ce que ce sont vraiment ces 14 points? Alors, pour commencer, merci beaucoup de m'avoir invité. Désolé, vous êtes vraiment très aimable. Il est 2h41 du matin, alors j'espère que je reste clair. Merci, vraiment. Non, c'est un plaisir. Ce qui s'est passé en gros, c'est qu'il y avait des avancées jusqu'à il y a environ 2 semaines. Puis Trump a ajouté de nouvelles exigences et tout s'est arrêté. Ensuite, le régime israélien a bombardé Beyrouth et l'Iran a riposté. Les États-Unis, la marine de Trump, ont attaqué l'Iran à plusieurs reprises. L'Iran a répondu à chaque fois. Et ensuite, les Qataris ont transmis un message disant que les Américains avaient retiré ces exigences excessives. Donc, on est revenu à la situation d'il y a 2 semaines environ. Cette fois, ce qui s'est passé, c'est que Netanyahou, on n'avait pas d'accord, ni aujourd'hui, ni hier, contrairement à ce qu'a dit Trump et contrairement à ce qu'a dit le Premier ministre pakistanais. Donc, on était toujours bloqués. C'était une impasse. Mais Netanyahou, dans sa stupidité totale, est allé attaquer Beyrouth. Beyrouth, encore une fois. Exactement. Et l'Iran a dit « on va riposter ». Et Trump était désespéré à l'idée que ça se produise. Moi, je pense personnellement que c'est à cause de la crise économique, à cause de la crise énergétique qui approche, de la crise économique qui approche.
Je pense que c'est vraiment ça, le fond du problème. Trump était donc désespéré à l'idée que l'Iran n'attaque pas, parce qu'une attaque aurait conduit à une longue période d'impasse à nouveau. Du coup, l'Iran a arrêté de négocier et a déclaré qu'il allait frapper Israël. Et les Américains ont en pratique accepté les conditions de l'Iran. Autrement dit, l'impasse a été brisée parce que Trump a cédé sur ces points. Le régime israélien doit donc mettre fin à l'occupation et à la guerre au Liban. Et bien sûr, sur tous les fronts, y compris Gaza. Mais le Liban est mentionné explicitement. Ils doivent mettre fin à l'occupation du Liban. Et puis, le blocus des ports iraniens doit cesser immédiatement. L'Iran commencera à rouvrir le détroit d'Ormuz vendredi. Ce que le régime israélien et Trump doivent faire maintenant, c'est clair. L'Iran commencera vendredi. Mais si Netanyahou ne respecte pas ses engagements, le détroit d'Ormuz ne sera pas ouvert. Netanyahou s'est mis dans une situation terrible. En commettant cet acte de meurtre, en plus du génocide qui se poursuit, en menant cette attaque à Beyrouth, il a obligé Trump à faire d'importantes concessions. Et maintenant, il n'a plus que deux options. Soit il obéit à Trump, il met fin à l'occupation et au massacre, et il perd. Soit il désobéit à Trump, il l'humilie, et il prolonge la crise économique et énergétique, parce que l'Iran n'ouvrira pas le détroit d'Ormuz. D'accord, donc ça met vraiment en œuvre ses engagements. Gareth, tu peux afficher ces 14 points. D'abord, laisse-moi te demander si tu sais, est-ce que c'est bien le texte exact, le vrai texte que le président Trump va signer? Le même qui apparemment vient de l'agence de presse Mehr. Est-ce que c'est bien ça? Parce que le premier point, c'est un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts. C'est mon téléphone portable. Franchement, je ne vois rien. C'est trop petit. Mais en gros, c'est ce dont toi, moi et d'autres, j'en suis sûr, parlons depuis quelques semaines. En résumé, la fin du siège. La seule différence, c'est qu'au lieu de commencer dans un mois, ça commence maintenant. Et la fin des guerres. Les Israéliens doivent mettre fin à l'occupation du Liban et ils doivent accorder des dérogations concernant les sanctions sur l'énergie iranienne. Tout ce que vous voyez dans notre émission en ce moment. Oui, la même chose. Mais excusez-moi, il y en avait une vraiment importante que je n'avais pas vue. Gareth, tu peux faire défiler un peu plus haut, s'il te plaît, pour que je la voie sur mon écran? Oui, un peu plus haut encore. Voilà, je crois que c'est la numéro 4, peut-être. Bon, on n'arrive pas à l'afficher, mais d'accord, il est en train de la faire remonter. Oui, là, voilà. Engagement des États-Unis, c'est la numéro 4. Engagement des États-Unis à retirer leurs forces autour de l'Iran. C'est ce qui est écrit ici. C'est différent. C'est en plus de ce dont on a parlé. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel le président Trump a donné son accord? Je ne connais pas tous les détails, parce que franchement, personne ne répond à son téléphone à 2h46 du matin. C'est un bon point. Mais d'après les informations que j'ai reçues, encore une fois, il n'y avait pas d'accord, contrairement à ce qui a été dit dans les médias. Et contrairement à, je ne veux pas critiquer le Premier ministre pakistanais, mais contrairement à ce qu'il a déclaré, il n'y a eu aucun accord, ni hier, ni aujourd'hui. L'accord, en réalité, les négociations se sont littéralement terminées il y a moins de 2 heures. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, sur les points où il y avait des divergences entre l'Iran et les États-Unis, eh bien, ces divergences étaient importantes. Et c'était important, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai parlé avec quelques personnes, elles disaient qu'on ne sait pas vraiment comment tout ça va se dérouler. Mais ce que Netanyahou a fait,
c'est qu'il a obligé Trump à céder sur ces questions. Donc les sionistes devraient être furieux de ce que Netanyahou a fait. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que cet accord va être appliqué. On n'en sait rien. Tout dépendra de Trump et de Netanyahou, mais surtout de Netanyahou. Et Netanyahou est dans une situation terrible, parce que comme je l'ai dit, s'il obéit à Trump et qu'il respecte ses engagements, c'est une défaite catastrophique. S'il désobéit à Trump et refuse de tenir ses engagements, il humilie Trump. Et l'Iran, de son côté, ne respectera pas non plus ses obligations. Cela dit, je sais que vous manquez de temps. Il y a 2 points très importants que je voudrais aborder. Le premier concerne cette question-là, parce qu'Israël, sachant comment les choses sont perçues en Iran, a frappé le Hezbollah dans le nord de Beyrouth et a donné des ordres d'évacuation à 29 autres communautés dans le sud du Liban, ce qui semble complètement aller à l'encontre de tout, comme si leur plan était de continuer sans s'arrêter. Et d'après ce que j'ai compris, à partir de ce que vous aviez dit, et aussi de ce que d'autres dirigeants iraniens avaient publié sur X, il devait y avoir une riposte. Vous aviez dit qu'ils allaient riposter pour en finir. Or, apparemment, vous dites maintenant que l'Iran ne va pas riposter pour cette attaque-là. Mais s'il y en a d'autres, est-ce que cette retenue va rester en place? Non, non. Si le régime israélien, nous avons déjà frappé le régime israélien, et nous étions en train de préparer une nouvelle frappe. Des missiles iraniens étaient prêts à être lancés. C'est uniquement parce que Trump a accepté que les Israéliens se retirent, qu'ils mettent fin à l'occupation et qu'ils cessent les tueries, qu'aucune attaque n'a eu lieu. Et l'Iran a dit, eh bien, c'est mieux que de frapper, puis qu'il réplique et continue de bombarder le Liban. Parce que dans ce cas, nous riposterions encore. Nous aurions l'avantage dans tout échange. Aucun doute là-dessus. Nous l'avons montré pendant la guerre de 12 jours, et nous l'avons encore prouvé il y a quelques jours. Mais maintenant que Trump a accepté que le régime mette fin à l'occupation et arrête les massacres, c'est une victoire bien plus importante. Mais encore une fois, si Netanyahou désobéit, alors nous ne tiendrons pas nos engagements. Et nous devrons punir le régime aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une catastrophe pour Netanyahou. Et c'est aussi très mauvais pour Trump. Oui, c'est exactement le point que j'allais soulever. Parce qu'il y a aussi autre chose là-dedans. Trump avait dit « absolument pas, aucune chance ». C'était, je crois, il y a une semaine, dimanche dernier, quand on lui a demandé s'il donnerait de l'argent à l'avance pour la libération des fonds gelés ou un allègement des sanctions. Et il a répondu « non, absolument pas ». Si plus tard, ils se comportent correctement, peut-être qu'ils en auront. D'après le texte qu'on vient d'afficher à l'instant, sur les 12 milliards, les 24 milliards doivent être versés d'avance, et les 12 autres pendant la période de 60 jours. Est-ce que ça fait partie de l'accord? Oui, l'Iran va recevoir. Encore une fois, je ne connais pas les détails parce que je n'ai parlé à personne depuis. C'est tout récent, ça ne fait que quelques heures. Donc je ne sais pas tout. Ce que je sais, c'est ce que je vous ai déjà dit. Mais oui, l'Iran va recevoir, je crois, environ 12 milliards de dollars tout de suite. C'est de l'argent qui avait été volé et confisqué, mais au final, pendant cette période, tous les avoirs de l'Iran doivent être restitués, ce qui est près 24-25 milliards de dollars. Et qu'en est-il de cette clause qui prévoit que les 300 milliards de dollars pour la reconstruction, autrement dit les réparations, doivent bien venir de quelque part? Ou est-ce que peu importe d'où ça vient? Et est-ce que c'est une partie non négociable? Je ne connais pas les détails de cette affaire. Mais ce que je sais, c'est que l'Iran continuera de contrôler le détroit d'Ormuz.
et qu'il fera payer des frais au navire. Ce ne sera pas un péage, parce qu'apparemment, ça poserait un problème de droit international. Donc ce sera présenté comme des frais d'assurance, de sécurité et de protection de l'environnement. Mais au fond, ce sera la même chose, juste sous un autre nom. À votre connaissance, le président Trump a accepté cela. Il a signé un document, ou il va le signer. Oui, mais nous n'avons pas confiance en Trump. Nous n'avons pas confiance dans le régime de Trump. Et je ne pense pas que qui que ce soit sur cette planète lui fasse confiance. Je ne crois pas non plus que le peuple américain lui fasse confiance. Donc nous n'allons pas élever nos attentes. Mais s'il n'applique pas, nous gagnons. S'il applique, nous gagnons aussi. Dans tous les cas, son recul sera retenu. Et l'obéissance ou la désobéissance de Netanyahou sera retenue aussi. Eh bien, ça, c'est une sacrée position. C'est difficile à croire que, le 27 février, l'Iran était encore dans une situation stratégique bien moins forte qu'avant. Et maintenant, si tout ça se confirme comme vous le dites, c'est complètement l'inverse. Franchement, c'est stupéfiant, ce retournement. Waouh, on verra bien ce qui se passe. Pour ma part, je suis très sceptique à l'idée que ça aille jusqu'à une signature vendredi. Il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner. Parce que je vous le dis, si ce texte sort et que les sujets dont on vient de parler sont dedans, le président va se retrouver sous un feu énorme de la part de ses propres soutiens. Comment aurait-il pu céder face à l'Iran? Vous avez tout donné, ils ont gagné, et ainsi de suite. Franchement, comment voulez-vous contester cette lecture-là? Mais je me demande vraiment comment il va pouvoir revenir sur tout ce qu'il a fait. Et j'ai peur, on verra bien comment tout ça évolue, mais j'ai peur qu'il ait été tellement pressé de conclure cet accord aujourd'hui, le jour de son anniversaire, pendant que tout le monde parle de ce combat de l'UFC, juste pour avoir son grand moment. Et puis qui sait, peut-être que demain, il dira encore « Oh, l'Iran n'a pas respecté l'accord. Ce n'est pas ce que j'avais accepté. » Et ainsi de suite. Donc oui, j'ai peur de ça, parce que comme vous l'avez dit, qui peut faire confiance à ce qu'il dit? Mais bon, professeur, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, mais il faut se rappeler que le temps presse et que la crise économique et la crise énergétique approchent. Alors, dernière question. Est-ce qu'on peut dire que du point de vue iranien, s'il signe, c'est une bonne chose? S'il ne le signe pas, vous allez quand même continuer à vous battre et vous allez continuer à résister jusqu'à ce que la situation économique l'impose. Absolument. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant que vous soyez venu en pleine nuit un jour aussi important. Vraiment, merci infiniment, c'est un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité, toujours un plaisir. Écoutez, il nous reste encore quelques minutes. Je veux vous montrer quelque chose. Je suis très inquiet. Laissez-moi vous dire, je suis vraiment inquiet quant aux chances réelles que cela se produise. Jusqu'à présent, et Gary continue de vérifier, j'ai regardé juste avant qu'on commence, je n'ai toujours rien vu. Aucun détail publié par l'administration, ni par une source occidentale, ni par le Washington Post, ni par le New York Times. On continue de tout passer en revue. Pour l'instant, aucun terme n'a été annoncé. Juste cette publication très autocomplaisante sur Truth Social que le président Trump a mise en ligne, où il parle de lui comme du plus grand, qu'il a tout fait, qu'il est incroyable, et ainsi de suite. Mais aucun détail concret. Donc pour l'instant, personne ne peut vraiment évaluer si c'est un bon accord pour les États-Unis ou pas. Daniel, oui, j'ai bien les conditions initiales que Trump avait fixées en entrant dans cette guerre à partir du 28 février. On pourrait les diffuser. Comparons cette liste avec ce qu'il avait dit qu'on allait accomplir au départ. Nous allons détruire leurs missiles et raser complètement leur industrie de l'armement.
Elle sera encore une fois totalement anéantie. Nous allons anéantir leur marine. Nous allons faire en sorte que les groupes terroristes de la région ne puissent plus déstabiliser ni la région, ni le monde, ni attaquer nos forces. Ils ne pourront plus utiliser leurs engins explosifs improvisés, ces bombes artisanales placées en bord de route, qui ont si gravement blessé et tué des milliers et des milliers de personnes, dont de nombreux Américains. Et nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne jamais l'arme nucléaire. Aux membres des gardiens de la révolution islamique, aux forces armées et à toute la police, je dis ce soir, déposez vos armes et vous bénéficierez d'une immunité totale. Sinon, vous ferez face à une mort certaine. Alors, déposez vos armes. Okay, that's good enough, Gary. If you can pull it back from there. That was Tu seras soigné. right there, man. C'était tout le discours, mec. En gros, si tu ne le faisais pas, c'était la mort assurée. Et moi, j'allais tout obtenir. Mais rien de tout ça ne s'est produit. Et maintenant, nous voilà, plus de 3 mois plus tard. Il essaye de retirer cet accord de la table parce que le coût pour nous a été énorme. 13 Américains sont morts, 400 ont été blessés, 20 bases ont été endommagées ou détruites. Et maintenant, on risque d'être forcé de quitter la région. On pourrait devoir leur rendre non seulement 24 milliards de dollars d'avoir gelé, mais aussi peut-être 300 milliards de dollars pour la reconstruction, autrement dit, des réparations. Et il ne fait aucun doute, pour personne, que nous aurons été vaincus, quelle que soit la manière dont le président Trump voudra présenter les choses. Et encore une fois, il n'a pas arrêté de se féliciter dans tous les sens sur Truth Social ce soir, parce qu'il veut avoir une grande fête d'anniversaire pendant ce combat de l'UFC. Pour une raison ou une autre, il accorde énormément d'importance à ça. Mais demain matin, quand le soleil se lèvera et que les gens commenceront à poser les vraies questions, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conditions qu'il a acceptées? Est-ce que ce sont bien ces 14 points qu'on vient de montrer, ceux du côté iranien? Est-ce que c'est vraiment ça, le fond de l'accord? Est-ce qu'il peut les accepter? Est-ce que Trump va dire « Ah, on m'a piégé, ce n'est pas du tout ce que j'ai accepté ». On le saura demain. Une dernière chose avant de conclure, voici ce qu'a déclaré la vice-présidente un peu plus tôt. Et pendant que vous écoutez, essayez de voir si vous entendez des conditions précises ou simplement beaucoup de bonnes intentions. Il y a 3 choses que je pense importantes pour que les Américains comprennent bien ce que cet accord change pour nous tous, en tant qu'Américains. Premièrement, c'est la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz et bien sûr, la levée du blocus naval que nous maintenions sur l'Iran. Deuxièmement, cela signifie que l'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Pas seulement qu'il ne cherchera pas à en développer une, mais qu'il ne pourra pas non plus en acheter ou en obtenir une par d'autres moyens. C'est inscrit noir sur blanc dans cet accord. Et puis, le troisième point, c'est que tout cela ne se produira, soyons clairs, que si l'Iran tient sa promesse. Donc, il y a ici une approche où l'on vérifie et où il y a de vrais avantages tant que l'Iran respecte sa part de l'accord. Mais si les Iraniens respectent cet accord, cela va transformer en profondeur le Moyen-Orient pour les 50 prochaines années. Cela mettra fin à la guerre. Cela fera du Moyen-Orient une région prospère, avec des prix de l'énergie plus bas pour le peuple américain. Cette partie du monde a été un véritable casse-tête pendant toute ma vie, et même bien avant. D'accord, Gary. Je pense qu'on en a assez dit là-dessus aussi. En gros, il a encore parlé de à quel point tout allait être formidable. Et il continue de dire, si l'Iran fait ce qu'il est censé faire. Mais il n'a jamais précisé ce qu'ils sont censés faire, justement. Et d'après les conditions qu'on vient de voir il y a 1 minute, il n'y a presque rien qu'ils doivent vraiment faire. Bon, ils vont lever leur blocus, d'accord, c'est une chose, mais pour le reste, ils obtiennent presque tout. Ils récupèrent des avoirs gelés, qu'ils n'auraient jamais eus si on n'était pas entré en guerre. Ils touchent des réparations
qu'ils n'auraient jamais eu non plus sans la guerre. Et ils vont avoir le contrôle du détroit d'Ormuz, ce qu'ils n'auraient jamais eu si on n'était pas allé en guerre. Vous voyez bien où tout ça nous mène. Tous ces termes, c'est ce qui est exigé là-bas. Et si on n'est pas d'accord avec tout ça, si le président Trump ne sort pas publiquement pour l'approuver, alors demain, soit il sera en violation de l'accord, soit il ne respectera pas sa part. Donc, par conséquent, l'Iran non plus. Et d'ailleurs, le vice-président a dit que ce serait ouvert immédiatement. Mais la partie iranienne a parlé de vendredi, donc ce ne sera pas avant vendredi. Pas vraiment immédiat. Ça laisse un peu de temps pour voir venir. Et bien sûr, la plus grande question qui reste, c'est ce qui va se passer avec le Liban. Est-ce que Benjamin Netanyahou va en gros capituler, arrêter de se battre, rentrer chez lui et se retirer? C'est apparemment ce que cet accord exige. Je ne vois vraiment aucune chance qu'il fasse ça. Franchement, je serais complètement stupéfait s'il le faisait. J'espère qu'il le fera, pour le peuple libanais. Croyez-moi, j'espère vraiment qu'il le fera. Mais il va falloir attendre et voir. Pour moi, je ne fais clairement pas partie de ceux qui s'emballent à ce sujet, parce qu'il y a encore tellement de choses qui peuvent mal tourner, et la plupart sont chez nous. Je ne vois pas comment le président Trump va pouvoir présenter ça, chez lui, comme une victoire. Mais c'est ce que je demandais depuis le début, un plan de retrait. Si c'est bien ça, alors parfait. Je dirais très bien, félicitations, vous avez mis fin à la guerre, vous êtes parti et vous revendiquez la victoire. Personne n'y croira, mais au moins ce sera réglé. Le blocage sera levé, le détroit d'Ormuz pourra rouvrir, et le flux de pétrole, d'engrais, d'hélium et de tout le reste pourra reprendre. On pourra commencer à réparer les dégâts déjà faits. Il faudra attendre et voir comment tout ça évolue. Vous voyez, je n'ai presque plus de lumière ici. Je suis à peu près au milieu de Porto Rico. J'ai hâte de vous retrouver demain. On vous tiendra au courant de tout ce qu'on saura d'ici là. Merci pour votre patience et pour ce décor un peu étrange derrière moi. J'ai hâte de vous revoir. Merci encore. À demain. Je suis Daniel Davis. Deep Dive. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Je ne les aime pas. Alors, montrez un peu d'amour en retour. Abonnez-vous, mettez un j'aime et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous.